C'est l'un des événements les plus incroyables de l'histoire du crime, qui a terrorisé une ville du centre de l'Amérique pendant près de 30 ans. Dans les années 70, il y avait un tueur en série qui sévissait à Wichita. Le tueur devient célèbre sous le nom de BTK. Qui est BTK? Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et quoi de mieux qu'après tous ces mois sans passer à vous voir, de faire une vidéo sur l'un des plus grands tueurs en série de toute l'histoire, alias BTK. Sur ce, on est parti sur l'histoire de BTK. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte d'une information que je n'ai même pas dit. C'est qu'est-ce que signifie BTK? Ce pseudonyme que lui-même s'est approprié signifie en fait bind, torture, kill. Bind pour attacher, torture pour torturer et kill pour tuer. Denny Lane Raiders est né le 9 mars 1945 à j'arrive jamais à le dire. Au sein d'une famille modeste. Son père William Elvin Raider est un ancien militaire devenu employé dans une centrale électrique. Et sa mère, Dorothée McCook, est une comptable dans une épicerie. Denny Raider a 3 petits frères, Paul, Bill et Jeff. Les parents de Denny sont très attachés aux valeurs traditionnelles et à l'église luthérienne locale. D'ailleurs, c'est ici que tous leurs enfants se sont fait baptiser. Denny Raider vit les premières années de sa vie à Park City, une petite banlieue de la ville de Wichita. Recueillis des années plus tard, les témoignages décrivent comme un garçon sensible, intelligent, discret, qui aime la pêche et le canoë-kayak, parfaitement intégré, vivant dans une famille aimante et unie. Mais déjà, dès son jeune âge, Denny Raider s'interroge auprès des spécialistes des tueurs en série. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Denny aurait eu des violences pendant son enfance, aurait été traumatisé ou quelque chose qui aurait pu changer ses idées? La réponse est non. Certes, son père était très strict, comme n'importe quel père aimant son enfant, mais jamais il ne fut cruel. D'ailleurs, ses anciens amis eux-mêmes disaient que c'était un enfant comme les autres, un enfant banal, qui aimait lire des romans d'aventure et des bandes dessinées. Bataille de boules de neige, chats, souris... En fait, il a eu vraiment une enfance normale. Il a fréquenté l'école élémentaire Riverview et c'était un enfant plutôt normal, des notes moyennes et plutôt timide. Là où je pense et que beaucoup d'entre nous pourraient penser, c'est à son adolescence que tout a commencé à tourner au noir. Alors qu'il approchait de l'adolescence, il rêvait d'attacher des jeunes filles et de les violer. Un jour, alors que l'alliance de sa mère était bloquée dans un ressort de son lit, donc impossible de bouger la main, il demanda donc vite de l'aide à son fils afin de pouvoir trouver quelqu'un pour débloquer son alliance. Mais le Raider, excité par la situation de voir une femme piégée, impuissante, regardez, terrorisé, je dirais probablement que même à l'école primaire, j'avais quelque sorte de problème. Des fantasmes sexuels, probablement plus que la norme. Tous les hommes ont probablement certains fantasmes sexuels, mais les miens étaient probablement plus étranges que les autres. Comme on a pu le voir, dès son adolescence, il eut déjà des fantasmes sadiques sur les femmes piégées, impuissantes. Ça a même arrivé que Raider s'attachait lui-même et trouvait ça excitant. Mon thème principal était de pendre quelqu'un. Pendre quelqu'un était pour moi sexuellement excitant. Si excitant pour lui, ça lui est même arrivé de le faire au point de s'y évanouir. Donc là, on a vu que derrière une enfance normale, Raider commençait déjà à avoir quelques pulsions. Et ça ne s'est pas arrêté au fur et à mesure du temps. Au contraire, ça s'est empiré. Donc là, on va voir, durant son début d'adulte, je ne sais pas si ça se dit, ça laisse à prévoir. Durant l'été 1966, à seulement 21 ans, David rejoint l'US Air Force, non seulement pour tradition familiale, mais aussi pour éviter de rejoindre la guerre du Vietnam. D'abord envoyé dans des bases aériennes du Texas pour s'entraîner, il est resté 4 années dans le service actif. Il atteint le grade de sergent et participe à l'installation d'une antenne radar. C'est durant ces 4 années que David Raider eut ses premières relations sexuelles avec des prostituées locales. D'ailleurs, l'actrice Annette Funicello était l'une des cibles préférées de son fantasme. Raider a reçu la médaille de bonne conduite des forces aériennes, le ruban d'expertise au tir aux armes légères et médaille de service de la défense nationale. Donc c'est quand même, ça a montré qu'il a fait quelque chose de très bon là-bas. C'est le 22 mai 1971, soit un peu moins d'1 an après, qu'il se marie à Paula, qui était de la même religion. 15 janvier 1974, si vous ne connaissez pas cette date, elle est très connue pour l'histoire de BTK car c'est la date où a eu lieu son premier crime, ou du moins devrais-je dire ses premiers.
En janvier 1994, Charlie Ortello rentra de chez lui après l'école. Il faut savoir que c'était un hiver glacial. Charlie et ses parents s'étaient récemment installés dans un quartier paisible en banlieue de Wichita. En rentrant chez lui, Charlie, comme je pense tout enfant de 15 ans ou n'importe quel âge, il y a quelqu'un, et là, aucun bruit, un silence, rien. Même pas son chien n'aboya. Après un moment d'hésitation, Charlie se dirigea vers la chambre de ses parents. Son père, Joseph, 38 ans, était face contre terre, au pied de son lit. Les poignets et les chevilles liés, sac plastique, t-shirt sur la tête. Sa mère, Julie, 34 ans, allongée dans son lit, dans le même état que son père, bâillonné. Tous les deux ont été étranglés. Pendant quelques secondes, Charlie resta immobile, ne sachant pas quoi faire. Prenant ses esprits, Charlie se précipita hors de la maison, cherchant de l'aide dans le voisinage, mais il ne se doutait pas des atrocités qui lui étaient encore réservées. Charlie demanda de l'aide à un voisin qui accourut chez lui, et lorsqu'il tenta d'appeler la police, rien. La ligne fixe a été impossible d'appeler la police. Le voisin dut retourner chez lui afin de pouvoir appeler. Les policiers ont voulu savoir si d'autres personnes ont été assassinées, et 2 personnes ne sont pas encore rentrées à la maison. Daniel, 14 ans, et Darwen, 13 ans. Elle est bientôt rentrée du collège. Peut-être eux, sains et saufs, mais les policiers découvrirent le petit Joseph dans le même état que ses parents, attaché, sac à la tête. Et comme si ce n'était pas déjà assez horrible pour ces petits, les policiers ont découvert la sœur de Charlie, Joséphine, âgée seulement de 11 ans, pendue par un tuyau autour du cou, dans le sous-sol. Les enquêteurs n'en croyaient pas de ce qu'ils voyaient. La question c'était comment ces meurtres ont pu être commis dans une ville aussi calme, en pleine journée. Bien sûr, ils révèlent peu de détails aux médias locaux. Même si aucune victime n'a été abusée ou violée, on retrouve quand même quelques traces sur Joséphine. Aucune trace d'effraction, de forçage de porte. C'est quand même fou. Déjà, une partie de l'enquête a montré que les meurtres avaient eu lieu bien avant midi, peut-être 8 ou 9 heures du matin. À cette heure-là, le père était parti déposer certains enfants à l'école, pendant que Julie gardait les 2 autres enfants à la maison. Le tueur aurait du coup pu rentrer à la maison. Pris par surprise, Julie et les 2 enfants attendit que le père revienne afin de finir ce qu'il avait à faire. D'ailleurs, je vous mets à l'écran le premier portrait que les voisins ont eu de l'homme avant l'arrivée de la police. La police se demandait peut-être que la famille avait fait peut-être quelque chose pour que ce massacre eût lieu. La mafia. Sauf que la question qui est venue, c'est pourquoi, si ça aurait été la mafia, il y aurait eu des traces sur l'un des corps. La mafia n'aurait pas fait cet acte. Cette affaire aurait été la première et la dernière fois que Denis tua un homme ou un enfant. Les autres affaires, Denis choisissait ses victimes un peu aléatoirement, mais que des femmes, âgées de 21 à 63 ans. Il y a tellement de choses à savoir sur cette affaire, je suggère peut-être une partie 2. Si cette histoire vous a plu, si la façon dont j'explique ces histoires vous a plu, ou peut-être avez des suggestions à me donner pour améliorer la qualité de mes vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En attendant, je vous laisse avec dans la description des liens qui vous reconduiront à plus d'informations sur cette histoire, ou si vous le souhaitez, dites-le moi dans les commentaires, j'en ferai une partie 2 où là je balancerai une grosse vidéo avec beaucoup plus d'informations. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui, une vidéo contrairement à mes premières vidéos un peu différente. Ce n'est pas des réactions mais raconter une histoire, et j'aime bien ce format, je le dis honnêtement, j'aime bien. Alors on va essayer aussi de raconter des bonnes histoires quoi. Mais vraiment, ça a été une galère. Je parle avant le montage, mais je pense que ça va être une galère le montage. Voilà. À tout moment je dis non. On va rester sur un oui parce qu'il y a beaucoup de choses à rajouter. Je vais rajouter des vidéos, je veux vraiment fournir une bonne vidéo. Et en attendant, j'espère que tout ce que j'ai fait sur cette vidéo vous aura plu, vous a intéressé. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui durera probablement beaucoup plus longtemps sur une affaire peut-être un peu plus hard. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Alexis le vrai. Peut-être que la prochaine vidéo ce sera une vidéo gaming, peut-être détente, ou peut-être pire que ça. Qu'est-ce que c'est comme fou? On se capte pour une nouvelle vidéo
À très bientôt les amis. C'était Alexis Levray, j'ai toujours pas de fin de vidéo. Voilà, ciao.